moi je resterai point levé du peuple des indépendants. Moi j'y peux rien si je suis né du peuple des manifestants. Faut boycotter collaborants, puis faut protéger nos cultures. Bonsoir à tous. Donc, je suis Nicolas de Révolution, de la branche belge de la tendance marxiste internationale. Aujourd'hui, Annick, membre de Révolution également et infirmière en psychiatrie, va vous parler de la santé mentale d'un point de vue marxiste. Euh, pour le reste d'entre nous de l'ATMI, je tiens à préciser que nous ne sommes pas des professionnels de la psychologie, mais notre objectif ce soir, c'est de mettre en perspective l'impact du mode de production capitaliste sur la santé mentale des travailleurs et en mettant particulièrement l'accent sur l'actualité qui est la situation avec la pandémie. Donc, tout d'abord, la présentation d'Annick va durer environ 25 minutes. Et donc, voilà, je demande à tout le monde d'être le plus silencieux possible durant cette présentation. Et ensuite viendra le temps pour les questions, les interventions, la discussion d'une façon générale. Il faudra cependant limiter les interventions à 5 minutes maximum. Et alors me signaler à moi, je pourrais vous donner la parole. Je donnerai l'ordre de parole pour les questions et les différentes interventions. Donc voilà. Annick, je t'en prie, tu peux commencer. Merci Nico. D'abord, bonsoir à tous. Donc, santé mentale, Covid-19 et capitalisme. Depuis la fin janvier, plus ou moins dans la presse, on entend et on voit un peu partout qu'on fait face à un tsunami de détresse psychologique, de demande de prise en charge de la jeunesse et qu'il y a un manque de place aussi bien en consultation que dans les unités d'hospitalisation pédopsychiatrique. Alors, si les jeunes ne meurent que très rarement du Covid, ils en payent néanmoins le prix fort parce que ils sont les sacrifiés en termes de psychologiques, socio-économiques, affectif, mais aussi, c'est après, si tu veux bien, mais aussi le fait qu'il y a une non-reconnaissance de tout ce que vit la jeunesse et de son sacrifice. Et ils sont devenus, au contraire, des boucs émissaires. Tout ce qui ne va pas par rapport à cette pandémie, le fait du confinement, les privations de liberté, etc., c'est parce qu'eux ne respectent pas, c'est ce qu'on dit, c'est pas ce que nous pensons, c'est qu'eux ne respectent pas justement toutes ces mesures. Et donc, c'est très, très difficile pour eux, ils sont souvent vraiment pointés du doigt. Alors que la gestion calamiteuse de cette crise, eh bien, c'est à nos politiques que l'on doit ça, à nos gouvernants, certainement pas à la jeunesse. Et donc, la crise du Covid-19, en fait, n'est que l'étincelle qui a mis le feu aux poudres à une santé mentale qui était déjà bien mal en point depuis de nombreuses années. Les états de détresse psychologique ont augmenté entre 2004 et 2018. Tu peux montrer le graphique si tu veux bien, Nico. Donc ici, on le voit bien, on a la détresse psychologique en pointillé, on a les dépressions qui augmentent, et encore, ça se termine en 2017. Si on poursuivait le graphique, on verrait que ça augmenterait encore plus. Le taux de suicide était en diminution, mais ça a réaugmenté depuis là, malheureusement. Merci, Nico. Bien sûr, ces problèmes de santé mentale ne touchent pas que la jeunesse, toute la population est impactée, que ce soit les personnes âgées qui sont maintenant complètement isolées ou qui décèdent même seules. Il y a les malades, les personnes isolées, etc. Cette situation que nous traversons depuis un an, qui est terriblement instable, elle se traduit donc par une augmentation très importante de l'anxiété, du stress, des syndromes dépressifs. Et déjà, avant la pandémie, l'OMS disait que les problèmes de santé mentale étaient la troisième cause, j'étais très étonnée de découvrir ça, de morbidité dans le monde. C'est énorme.
Donc, nous constatons donc que la crise que traverse la santé mentale est beaucoup plus vaste que la pandémie et que la jeunesse. Donc, maintenant, on va analyser cette situation et je vais me pencher sur le monde du travail, donc des travailleurs. On sait que le travail est créateur de stress à répétition et depuis quelques années, ça augmente de plus en plus, la crise économique faisant. Les travailleurs, eux, sont confrontés à des risques psychosociaux, c'est-à-dire des risques liés à l'organisation du travail, tels que intensité trop élevée du travail, manque d'autonomie dans le travail, manque de soutien de la hiérarchie et des collègues. Et il y a aussi la discrimination au travail, la violence verbale et ou physique en plus, donc sur le lieu. Et par-dessus tout, la crainte de perdre son emploi. Et c'est une crainte vraiment qui exerce une très forte pression, surtout à l'heure actuelle donc, de crise économique. La moitié des travailleurs qui subissent du stress à répétition finissent donc par faire un burn-out. Donc, c'est un travailleur sur deux. Nous voyons donc que la crise que traverse la santé mentale, je le répète, était bien présente bien avant et que la crise du Covid est vraiment un catalyseur et décuple en plus cette crise. Alors, quelles sont les solutions prônées pour survivre pendant la pandémie au niveau mental? Alors, l'OMS nous explique que pour s'en sortir, il faut accepter que d'abord la situation n'est pas normale, il faut garder un rythme de vie le plus normal possible, c'est-à-dire se lever à la même heure, se coucher à la même heure, prendre les repas à la même heure, avoir les mêmes rythmes de vie, de rituels. Elle dit aussi qu'il faut manger sainement et qu'il faut essayer d'éviter de contrôler son stress à l'aide de drogues diverses, donc les médicaments, mais aussi bien les drogues que l'alcool. Alors, nos boîtes mail ou si vous êtes étudiant, vous avez certainement de bons conseils en disant allez vous aérer, faire une pause yoga, faites de la méditation, etc. Mais tout ça, tous ces bons conseils, déjà, il faut être en mesure de les appliquer, ce qui n'est pas évident si, par exemple, vous êtes à plusieurs dans un tout petit logement. Si je prends que cet exemple-là, mais on pourrait prendre 1000 exemples différents. Mais c'est surtout des solutions individuelles. Donc, c'est l'individu qui est responsable finalement de sa santé mentale, de respecter à l'organisation du travail, telle que l'intensité trop élevée du travail, manque d'autonomie. Il y a un petit couac. Donc, c'est l'individu qui est responsable Eric, il faut que tu fermes ton micro. Oui. Du travail, telle que Eric, voilà. Bon, je continue. Bon, ces bons conseils, qui sont de bons conseils en soi, mais encore faut-il les appliquer, avoir les moyens de le faire, mais ne s'attaquent qu'au syndrome, aux symptômes, et ne s'attaquent absolument pas au fond du problème, en fait. Ce ne sont que des palliatifs qui ne s'attaquent pas aux causes, et par conséquent, c'est nettement insuffisant, même si ça peut être utile. Alors, pourquoi ces solutions sont limitées? 60% de notre santé générale, dont fait donc partie la santé mentale, est déterminée par l'environnement économique et le contexte donc dans lequel nous vivons. Je vous rappelle que la définition de la santé par l'OMS est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Par exemple, les pauvres, on sait que les pauvres qui sont en état de grande précarité et de détresse sociale ont plus de problèmes de santé mentale que les personnes avec des revenus plus élevés. C'est évident que
par exemple, à maladie égale, quelqu'un qui a des revenus aisés aura beaucoup plus facile pour se faire soigner, auront des soins de meilleure qualité ou pourront, par exemple, se permettre de prendre, je ne sais pas moi, je peux donner l'exemple, parce qu'ils ne savent pas assumer le quotidien à la maison, de prendre quelqu'un pour les aider, ils pourront financer plus facilement des services. Donc, on peut comprendre que la pauvreté, la précarité, eh bien, c'est un coût supplémentaire pour la santé mentale. Alors, donc, c'est essentiellement dans l'environnement et la situation économique, socio-économique, que nous devons chercher les causes de détérioration de la santé mentale. Et donc, c'est ici que la politique intervient, puisque l'environnement socio-économique dans lequel nous vivons, c'est évidemment une question de politique. Sans nier l'aspect génétique ou de fragilité que pourraient avoir certains individus et sur laquelle là on a peu de prise. Par contre, sur l'environnement socio-économique, évidemment que l'on peut agir dessus. Donc, cet environnement est composé d'êtres humains qui ont des interactions entre eux et donc, par conséquent, nous avons la possibilité tous ensemble de changer les choses. Donc, c'est de ce côté-là qu'il faut plutôt creuser pour trouver des solutions à nos problèmes. Alors, dans quel type de société vivons-nous actuellement? Donc, nous sommes, je n'apprends rien à personne, dans une société capitaliste qui engendre de graves problèmes de santé mentale. Et vous me direz, mais pourquoi? Eh bien, parce que pour comprendre pourquoi, il faut analyser comment cette société fonctionne, c'est-à-dire comment fonctionnent, pour parler en termes marxistes, les rapports de production. Je vais vous expliquer ça. Toujours selon l'OMS, un élément très important pour avoir une bonne santé mentale équilibrée, c'est d'avoir un sentiment réel de contrôle sur sa propre vie, avoir la capacité et la possibilité de planifier notre futur et avoir la certitude de pouvoir comment vivre demain, donc comment pouvoir se loger, comment pouvoir se nourrir, comment pouvoir se soigner. Et donc, cette capacité-là, pour l'instant, de pouvoir voir notre futur et d'avoir une emprise sur lui, eh bien, on la perd de plus en plus. Donc, quel contrôle avons-nous donc sur nos vies dans le monde d'aujourd'hui? Eh bien, en réalité, il est très limité. Bien sûr, et là, je vais bon, j'y arriverai. Je vais faire une caricature. Ce que je voulais dire, on peut, par exemple, choisir où on va faire ses courses. Et encore, je dis pas tout à fait, parce que tout dépendra de nos moyens financiers. On prendra tel commerce plutôt qu'un autre en fonction de nos revenus. Et donc, nous n'avons pas beaucoup de contrôle sur de nombreux aspects de notre vie. Le choix des études, par exemple, on pourrait dire qu'on a le choix, mais vous verrez qu'il peut être quand même assez guidé parce qu'il faut gagner sa vie, il faut pouvoir vivre. Et parfois, on fait des choix par défaut. Ce n'est pas ce qu'on aimait le plus, mais on sait, par exemple, que dans tel secteur, eh bien, on aura peut-être plus de chances de décrocher un emploi. On n'a pas de contrôle non plus sur le fait d'avoir un emploi ou pas. Ce n'est pas parce qu'on a terminé des études et qu'on a réussi qu'on va avoir forcément un emploi. Et c'est par exemple, Eric, tu dois couper le micro. Merci. Qu'est-ce que je disais? Oui, qu'on aura un emploi. Et donc, on a finalement un parcours, on est guidé par un parcours de vie qu'on est quelque part obligé de suivre, qui est de faire des études, certes déterminées par nos envies, mais surtout par une capacité à être employé pour trouver un travail, pour avoir un salaire, pour pouvoir vivre, survivre. Donc, les choix sont assez limités parce que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de contrôle sur la disponibilité des emplois, par exemple. Et ce n'est pas parce que j'ai fait telles études que je vais forcément trouver un travail dans ce secteur-là. Ça non plus, à l'heure actuelle, n'est plus garanti. Avant, dans le passé, il y a, allez, je vais dire 20-30 ans, oui, on pouvait se dire oui. Par exemple, j'ai fait des études d'infirmière, j'ai trouvé un job d'infirmière. C'est un mauvais exemple, même
actuellement parce qu'on manque d'infirmières, mais on sait bien qu'il y a des secteurs où trouver une place, ce n'est vraiment plus possible. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que les conditions dans lesquelles nous vivons, les conditions de notre vie sociale, découlent aussi de nos rapports sociaux. On doit vivre dans des conditions sociales saines pour que notre santé mentale aille bien. Et une de ces conditions sociales serait de pouvoir choisir librement les interactions que nous voulons les uns avec les autres et de décider ensemble de ce dont nous avons besoin, comment l'obtenir, le produire. Et dans une société capitaliste comme la nôtre, ces conditions ne peuvent pas exister. Pourquoi? Parce que dans la société capitaliste, le marché de l'offre, de la demande détermine ce qui va être produit. Il ne tient nullement compte des besoins réels des personnes. On va produire des marchandises, des services pour les ventes avant de répondre aux véritables besoins réels des personnes. Et on entend. Ceci va déterminer notre manière de vivre ensemble. C'est comme si nous étions soumis à des forces invisibles, celles du marché et de la concurrence, qui vont décider en grande partie de ce qui va se passer dans nos vies et comment nous allons devoir la mener. La situation économique donc décide de quel emploi nous allons devoir exercer et donc par conséquence exerce un contrôle sur notre temps, car comme vous le savez, ou si vous êtes encore étudiant, vous allez vite le découvrir, le travail, le temps du travail, c'est la majeure partie de notre journée. Et donc, et en plus, c'est un travail que, comme ça, on peut perdre, en tout cas à l'heure actuelle, du jour au lendemain. Je pense notamment, il y a eu un témoignage il y a un jour ou deux d'une personne qui travaillait dans le secteur hôtelier. Il était serveur, si je me souviens bien. Donc, arrive la crise du Covid, donc restaurant, café, tout ça fermé. Eh bien, il s'est retrouvé au boulot du jour au lendemain. Comme il était déclaré que pour quelques heures, il n'a quasi pas eu d'indemnité, il a pu vivre quelques semaines sur ses économies et maintenant, il en est réduit à faire la manche. Vous voyez dans quel monde on vit. Donc, il n'a même plus de quoi manger. Il a perdu son appartement. Et donc, tout s'enchaîne en cascade comme ça. Et donc, c'est l'action de ces forces invisibles qui ont un poids donc, sur nous donc de ce marché, en fait. Donc, pour aller plus loin dans l'analyse, donc nous subissons par conséquent les effets de nombreuses situations très stressantes, anxiogènes, sur lesquelles nous n'avons donc aucun contrôle. Par exemple, nous avons la crise climatique. Effectivement, ce désastre vient des conséquences humaines, mais contrairement où on essaye de nous responsabiliser en disant que ce sont les individus individuellement qui doivent faire des efforts, c'est surtout les grandes entreprises qui posent problème avec, entre autres, avec les pollutions, etc. Et donc, voilà. Et donc, nous, en tant qu'individus, on a très peu d'emprise là-dessus et de contrôle. Il y a aussi ce que nous subissons aussi, où on a difficilement de contrôle, c'est aussi les violences et les oppressions en tous sens, que ce soit sexiste, raciste et bien d'autres, qui exercent en partie un certain contrôle sur la façon où nous vivons nos vies au final, donc un contrôle sur notre corps et sur notre intégrité physique. Donc, je dirais qu'en résumé, nos rapports sociaux en tant que travailleurs sont les suivants. Les capitalistes qui nous emploient pour produire des objets ou des services quand on est dans les services publics contrôlent notre travail pour qu'ils nous emploient. Ils contrôlent donc le produit de notre travail parce que ce que nous avons fabriqué ne nous appartient pas, mais appartient bien donc aux patrons, donc aux capitalistes qui nous emploient. Nous produisons donc pour quelqu'un d'autre qui s'approprie le produit de notre travail pour le vendre sur un marché.
Et il y a par conséquent, et ça provoque aussi de grands troubles mentaux, des symptômes, et c'est ce que Marx, dans la théorie marxiste, on appelle l'aliénation, c'est qu'en fait, il y a une déconnexion de notre travail. Je vais prendre tout de suite un exemple, je vais opposer deux exemples. Je vais prendre le cas d'un ouvrier, d'une ouvrière qui travaille à la chaîne, par exemple, dans une entreprise automobile, et le cas d'un artisan. La personne qui travaille, le travailleur qui travaille à la chaîne dans l'automobile va, par exemple, s'occuper du pare-brise. Un autre va s'occuper d'une portière. Mais donc, ils n'ont qu'une petite partie, en fait. Ils n'ont pas le produit final. Donc, ils ne font qu'une tâche répétitive d'une toute petite partie. Il n'y a aucune gratification. Si je prends les services, genre service public, par exemple, vous faites qu'une partie d'un dossier, vous n'avez pas forcément le résultat. Donc, vous n'avez aucune gratification de votre travail et vous n'avez aucun épanouissement. Tandis que, par exemple, si je pose à l'artisan, lui, va décider, par exemple, si je prends un ébéniste qui veut fabriquer une table, il va décider de son matériau, il va décider des outils qu'il va employer, du temps qu'il va mettre, de comment il veut la fabriquer, et il va aussi fixer le prix lui-même. Il va dire, voilà, je vais la vendre autant, je regarde autant pour moi, le reste, par exemple, je vais le réinvestir pour acheter de meilleurs instruments, ou pour me perfectionner, etc., etc. Donc là, nous avons typiquement le métier gratifiant où on a vraiment une emprise totale et un contrôle total sur ce qu'on fabrique, contrairement à tous les autres travailleurs. Donc, ce travail perd tout son sens, donc je ne parle pas de l'artisan évidemment, et n'est pas gratifiant du tout. Et donc, nous y laissons une bonne partie de notre santé mentale. Et donc, tout ça nous ramène à la santé mentale. Et donc, et en général, par exemple, quand je vous parlais des burn-out que l'on a souvent à cause du travail, en général, ce sont les travailleurs très perfectionnistes qui sont en burn-out, justement parce qu'ils ne comprennent plus le sens de leur travail, ils sont complètement déconnectés. Donc, nous venons parler là des relations avec les employeurs, donc c'est-à-dire les capitalistes, mais il y a aussi un autre type de relation. C'est celle que l'on a avec nos collègues, donc les travailleurs. Et là aussi, on a un autre souci, c'est le souci de la concurrence. Dans un monde où il n'y a plus de travail pour tout le monde, la concurrence joue un rôle central. Et donc là aussi, on a du stress et des pressions. Prenons le cas dans une entreprise où il y a un poste vacant, un poste plus valorisant ou mieux rémunéré, et il y a deux candidats. Il y en a forcément un des deux qui ne va pas l'avoir. Et donc, il va avoir entre eux compétition, pression et aussi un isolement qui va se créer et donc de mauvaises conditions de travail et un climat hyper stressant. Donc, l'isolement social, donc ils s'isolent les uns les autres, mais l'isolement social en général, on sait que ça a un effet très négatif sur la santé et en particulier sur la santé mentale. Pensons simplement aux personnes qui sont hors du processus de production, c'est-à-dire c'est qui? Ce sont ceux qui ne produisent plus rien. Eh bien, on a ceux qui malheureusement n'ont pas de travail et on a les pensionnés. Donc, ils sont, entre guillemets, hors circuit, si je peux me permettre cette expression. Et donc, augmentation des troubles anxieux, dépressifs et voire même des suicides. Et donc, tous les éléments que je viens d'évoquer maintenant se combinent et expliquent en grande partie pourquoi nous n'avons plus ou très peu de contrôle sur nos vies. Et surtout la partie qui se rattache à notre vie immédiate, qui est avoir de l'argent pour pouvoir se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner, etc., etc. Et donc, combien de personnes maintenant, et je pense notamment aux jeunes qui terminent leurs études et qui voudraient voler de leurs propres ailes, quitter le foyer parental, pouvoir s'installer ou se mettre en ménage ou faire le tour du monde ou je ne sais quoi, ils ne peuvent pas se le permettre parce qu'ils n'ont pas les moyens
ils ne trouvent pas de travail, pas d'argent, rien du tout, eh bien, ils sont obligés de rester chez leurs parents, ce qui n'est pas une solution idéale ni pour les jeunes, ni pour les parents qui doivent financièrement aider de plus en plus tard leurs enfants par la force des choses. Alors, nous pouvons, et donc tout ça crée un terreau aussi très fertile pour les troubles mentaux, parce qu'on ne peut plus rien, on ne peut pas se projeter dans l'avenir qui est, par exemple, je veux fonder une famille, acheter une maison, et donc voilà, tout ça aussi donne des problèmes, des symptômes dépressifs. Alors, un facteur encore aggravant que l'on a de plus en plus dans le monde du travail, c'est l'exploitation. Il y a aussi une morale dominante actuellement qui est que tout ce qui nous arrive, eh bien, c'est de notre faute. Si on n'a pas de boulot, c'est parce qu'on n'est pas foutu d'en avoir trouvé un, parce qu'on n'a pas fait les choses comme il fallait, parce qu'on n'a pas fait d'études. Si on a perdu notre travail, eh ben, c'est parce qu'on était trop remuant, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, etc. Et donc, on est une société qui juge énormément et qui met une responsabilité en plus, alors qu'on sait que nous ne sommes absolument pas responsables de tout ça et que c'est le système capitaliste et le contexte socio-économique qui génère tout ça. Et donc, dans ce temps de crise qui est non seulement sanitaire, mais économique et aussi écologique, les problèmes de santé mentale sont de plus en plus aigus et ils augmentent de plus en plus. Et donc, c'est là aussi, comme je vous disais, plus moyen de construire d'avenir. Donc, on a la pandémie, le chômage, la précarité, pas de contrôle. Donc, voilà. Ça, c'était pour la partie analyse, mais on ne va pas en rester là parce que là, le tableau est très noir et il ne faut surtout pas en rester là. Et donc, il faut trouver des solutions. Alors, la solution, évidemment, c'est que le capitalisme qui est responsable des problèmes de santé mentale, ou en tout cas en grande partie, il faut l'abolir. Et son remplacement est nécessaire pour s'attaquer à la source du problème. Il faut construire une société basée sur le vivre ensemble, sur les besoins réels de la population. Mais on ne peut pas s'arrêter sur ce constat parce que ça va prendre du temps. Ce n'est pas pour demain. Mais que fait-on alors pour les personnes qui sont en souffrance maintenant, aujourd'hui, et qui souffrent de problèmes importants? Selon un des problèmes, c'est qu'actuellement, les structures ne sont pas suffisantes. Donc, les structures pour prendre en charge les… Je vais déborder de 5 minutes, Nico, et j'aurai terminé. C'est que nous n'avons pas de structure en suffisante, que ce soit en nombre de médecins, donc ça c'est en humain qu'en soignant, mais aussi les hôpitaux. Ces dernières années, la tendance a été de fermer un nombre de lits considérable. Donc, on n'a plus investi. Pour petit rappel, en 2017, notre ex-première ministre, Sophie Wilmès, qui est alors ministre du budget, annonçait un budget pour la sécurité sociale amputé de près de 1 milliard d'euros. La même année, donc en 2017, alors là, lui, le gouvernement dégageait 9,3 milliards d'euros pour l'achat de matériel pour l'armée belge. Un avion de chasse F-35 coûte 90 millions d'euros, ou l'équivalent, si on prend le sujet actuel, de 18 millions de masques de protection puisqu'on est en crise pandémique. Donc voilà. Donc selon l'OMS, 75% des troubles mentaux dans le monde, 75%, c'est énorme, hein. Donc ces 3/4 des troubles ne sont pas soignés parce qu'il n'y a pas les ressources nécessaires pour le faire. Ce manque de moyens fait que, comme on manque de moyens humains, mais aussi dans la prise en charge, ce qui fait qu'on sait que les maladies mentales, les troubles psychologiques, c'est du long terme. Ça ne se soigne pas comme ça prend du temps. Il faut du temps. Et là, ben, qui dit temps, qui dit argent, dit moyens.
Et donc, on prend un raccourci, bien souvent maintenant, qui sont les médicaments. Alors, je ne dis pas que les médicaments ne sont pas nécessaires, mais ils sont complémentaires à une prise en charge thérapeutique, à des thérapies adaptées aux personnes. Et donc, voilà, avec les médicaments, on traite les symptômes, mais on ne traite pas la cause. Et donc, les industries pharmaceutiques s'enrichissent de plus en plus avec ces médicaments et poussent aussi à la consommation. Alors, pour terminer, comment faire pour améliorer la prise en charge de ces problèmes? Il faudrait des services en santé mentale accessibles à tout le monde, gérés démocratiquement par les employés. Il faut aussi favoriser la recherche, parce que j'ai parlé des coupes budgétaires dans la sécurité sociale, mais il y a aussi les coupes budgétaires dans la recherche. La recherche, ces dernières années n'a pas été une priorité pour nos gouvernements. Donc, il faut des recherches en santé, en médecine, en pharmacologie. Il faut nationaliser, enlever la logique de profit. On ne devrait pas faire du profit avec la santé. Hein, et sous le contrôle des travailleurs du monde de la recherche. Il faut aussi s'attaquer aux conditions de vie dans le monde du travail, pour les licenciements, les emplois précaires, un emploi pour tout le monde, un logement décent pour tout le monde. Donc, il y a aussi toute la politique de l'urbanisme, des logements sociaux. Et tout cela ne sera applicable seulement que si les travailleurs, parce que si on attend, rien ne va se passer, je pense, seulement si les travailleurs, donc tout le monde prend la lutte en main pour reprendre notre destin, en fait. Refuser de se plier à ces forces invisibles du marché dont j'ai parlé. Il faut se regrouper pour défendre nos intérêts communs, pour avoir une vie décente pour tout le monde. Quand je dis pour tout le monde, c'est pour tous les humains de cette planète. Voilà, je vous remercie. Donc voilà, donc nous allons passer donc à la phase des questions et des interventions. Bonsoir tout le monde. Je voulais faire une intervention ce soir un petit peu sur la question notamment de l'impact du télétravail sur la santé mentale et la santé de manière générale, particulièrement avec son explosion ici maintenant pendant le Covid-19. Donc voilà, je vais essayer de faire court hein, parce que c'est un gros sujet qui nécessiterait toute une conférence. Hein. Mais voilà, je pense qu'il est important de se dire, voilà, le télétravail ici a explosé pendant le Covid-19, mais ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qu'on commençait déjà à repérer son impact sur la santé mentale des travailleurs depuis déjà longtemps, puisque bon, le télétravail, c'est une vingtaine d'années, hein, bon, on a l'ordinateur qui s'est démocratisé, Internet qui s'est démocratisé, hein, parce que c'est un peu la combinaison de ces deux technologies. Et jusqu'à maintenant, il était très réservé quand même à certains secteurs économiques, hein, je pense au secteur bancaire, et de manière générale les administrations de grande taille, aux cadres, aux ingénieries. Et donc, c'était un métier qui était, enfin, un type d'organisation de travail qui était réservé à certains travailleurs, et qui avait pour particularité, et c'est toujours la loi a priori, était un phénomène volontaire. C'est-à-dire qu'on n'était pas en télétravail, ce n'était pas une description de poste d'être en télétravail, c'était un accord normalement. Et ici, avec le Covid, c'est devenu obligatoire, et obligatoire avec quand même une nuance qui est dans la mesure du possible, et qui fait que tous les secteurs qui étaient possibles en télétravail sont tous tombés dedans. Donc, d'abord, les secteurs que je viens de citer sont devenus plutôt, non pas des quelques-uns ou quelques individus qui avaient choisi de le faire, ou une partie du personnel, mais on est passé à du 100%. Et des secteurs plus inattendus, ils sont passés. Hein. On peut penser au call center, à toute une série de services qui faisaient de l'entretien en physique. Hein. On pense notamment aux entretiens psychologiques, aux entretiens sociaux, tout l'aspect de formation, hein, les profs. Donc, tous des métiers qui, a priori, ne sont absolument pas pensés comme étant faits pour le télétravail. Et ça a de l'impact, hein, puisque pour faire un peu un topo du télétravail, on savait déjà depuis quelques années une série de choses. Hein. Je vais essayer d'être court et de faire pêle-mêle quelques éléments d'impact.
hein. On a l'isolement. Hein. L'isolement, tout simplement, en fait, quand on est au travail, on a un rapport social avec les individus. Hein. La machine à café a une importance. Ici, on se retrouve seul devant son écran. Quand on se dit qu'on passe 8 heures de sa vie dans un lieu de travail et que du jour au lendemain, en fait, notre lieu de sociabilité, un tiers de notre vie, pour ne pas dire en fait la majorité, puisqu'au moins des 3 tiers vous dormez, disparaît, mais oui, ça ne pouvait avoir qu'un impact majeur. Il y a une série d'autres impacts qui sont notamment le fait qu'ici, dans le cadre du Covid, a fortiori, les gens faisaient déjà du télétravail, notamment pour pouvoir faire des tâches en parallèle, hein, pouvoir s'occuper de leur maison, s'occuper de leurs enfants, etc. Alors, ce n'était pas complètement assumé, hein, mais c'était sous-entendu. Ici, avec le Covid, on a eu notamment le cas des enfants qui n'ont pas été à l'école pendant le premier confinement. Donc, on s'est retrouvé avec des gens qui travaillaient et qui, en même temps, devaient s'occuper de leurs enfants. On a tout l'impact de la pression que, en fait, une série d'inquiétudes matérielles reviennent aux travailleurs. Hein. S'ils n'ont pas le matos, c'est eux qui doivent les acheter parce qu'ils ne peuvent pas aller au bureau, etc. Il y a l'impact que si leur connexion Internet est mauvaise ou qu'ils ne payaient pas une bonne connexion Internet jusqu'à maintenant, c'est à eux que ça revient le problème, alors que jusqu'à maintenant, c'était le service technique qui s'en occupait. On a tendance à augmenter sa disponibilité. Hein. La pression patronale augmente fortement, en fait. Hein. C'est tout l'aspect… En fait, vu que c'est un cadeau, hein, surtout, c'était vraiment la dynamique, en tout cas avant le Covid-19, c'est un cadeau, hein, le télétravail, hein, c'est l'employeur vous a offert un cadeau, c'est très ironique, hein, c'est pas un cadeau. Et donc, en fait, on a tendance à mettre les bouchées doubles, hein, de prouver qu'on est un bon travailleur, être disponible au téléphone plus vite. Hein, vous allez aux toilettes avec votre téléphone pour être sûr que si jamais on vous appelle, vous allez répondre. Donc, la pression augmente. On est beaucoup plus disponible, on va moins faire des pauses, voire les pauses vont disparaître, puisque en gros on reste devant l'écran pour manger, on va fumer sa clope devant l'écran, on va boire son café devant l'écran, et donc en fait le temps de travail augmente littéralement. On pourrait encore gérer toute la question de l'organisation de travail concrète du télétravail. Hein. Vous avez donc cette absence de tous ces problèmes techniques, vous avez l'absence de soutien technique. Vous avez un problème avec votre ordinateur à la maison, l'informaticien ne va pas venir jusque chez vous pour vous réparer votre problème. Et donc, en fait, vous êtes de plus en plus individualisé dans votre gestion des problèmes, en fait. Vous avez tous les problèmes de coordination. En fait, vous avez des collègues avec lesquels vous auriez une interaction pour savoir une information, avoir des infos sur les tâches à faire, etc. Tous ces problèmes-là augmentent puisque vous devez… Ah ben tiens, mon chef, il est lui-même en télétravail. Ah, il n'est pas disponible maintenant. Qu'est-ce que je fais? J'arrive plus à travailler. Il y a le fait qu'en fait, on change la nature du travail. En fait, c'est-à-dire que vu que vous êtes moins fixé à des horaires, vous êtes chez vous en permanence. Hein, vous ne voyez plus le moment où on commence le travail et le moment où on finit. Il y a notamment l'impact que vous allez avoir… je ne reviens plus sur ce que je voulais dire, je vais passer cette idée. Conclure peut-être? Je vais conclure. Voilà, une série de problèmes qui sont augmentés par le télétravail, mais je tenais quand même à dire, et je pense que c'est important, avant la crise du Covid-19, énormément de travailleurs étaient demandeurs du télétravail. Alors, on va peut-être avoir une réflexion de société après ça, mais je pense qu'il est important de se pencher sur le fait qu'avant le télétravail, avant cette généralisation du télétravail, les travailleurs étaient demandeurs parce qu'ils avaient déjà des problèmes au travail en termes de bien-être. Et ça peut être aussi bien le fait qu'ils ont trop de temps de travail. Si on les combine avec le fait qu'ils ont des trajets longs pour aller jusqu'à leur lieu de travail, le fait qu'ils doivent s'occuper de leurs enfants et que les horaires de l'école ne soient pas liés, etc. Le fait qu'ils veulent éviter tout simplement de voir leur chef ou parfois des conflits avec leur équipe, etc., sont déjà des causes qui étaient antécédentes à ça. Et donc, voilà, encore une fois, c'est un peu pour aller dans le même sens de ton intervention, Annick, c'est de dire, ici, on doit poser des questions du cadre qui produit ces problèmes de santé mentale. Et le télétravail, pour moi, va causer, encore dans les années qui suivent, de nombreux problèmes. Voilà, je termine ici. Ok, merci. Donc, on avait dit en deuxième, donc Naïm, et ensuite ce sera Bellamy. Super, merci Annick et merci Gary pour vos interventions. Moi, c'était pour revenir sur la question de la santé mentale et peut-être plus particulièrement de la question du suicide et de la manière dont il est traité dans les médias. En fait, il y a un décalage réel entre la situation réelle du taux de suicide qui augmente et la communication médiatique qui est faite autour. Et donc moi, je sentais bien qu'il y avait un décalage entre la détresse psychologique, l'hypothèse du passage à l'acte
que je pouvais entendre dans mon entourage et dans le cadre de mon travail, et que je ne retrouvais pas dans la terminologie utilisée des médias. Je me disais, mais tiens, ils ne parlent pas de l'augmentation du taux de suicide, ils me parlent de détresse psychologique. Ils ne disent pas telle personne s'est suicidée à tel âge, à telle heure, à tel endroit. Et donc, ça a vraiment déclenché quelque chose chez moi Et donc, j'en ai discuté autour de moi, et puis avec plusieurs amis, on est tombé sur un ami qui m'a parlé des souffrances du jeune Werther, qui est une nouvelle dramatique de Goethe, qui date du siècle dernier. En parlant, on a fait quelques recherches, on s'est rendu compte en fait que c'est un phénomène social assez connu qui est lié à ce premier effet, donc le livre des souffrances du jeune Werther, qui donc raconte l'histoire d'un amour qui se passe mal et du personnage principal qui se suicide. Et on avait vu une vague d'augmentation du taux de suicide dans les années qui ont suivi, pas uniquement en Allemagne, mais dans toute l'Europe. Et donc, a longtemps traversé l'époque l'idée du mythe d'un suicide mimétique. Et on avait énormément de mal à objectiver la chose. Et dans les années 80, on a pu, grâce à plusieurs études, une américaine notamment, déterminer qu'en fait ce phénomène social est tout à fait réel. Et donc il y a un principe mimétique en tant que primate, et en tant que on est vraiment dans une logique de mimétisme. Et donc si on nous parle d'une augmentation du taux de suicide, si c'est une célébrité, si c'est une femme par exemple, et ben l'augmentation d'être impacté sur cette détresse partagée et la possibilité de passer à l'acte augmente. Je trouvais intéressant de revenir sur cette chose-là parce que je perçois quand même un décalage réel entre les conditions matérielles objectives que je peux observer et la représentation médiatique qui nous est donnée dans les grands médias de manière générale. Et si vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez aller voir, il y a une vidéo de Brut qui résume ce que c'est l'effet Werther. Il y a aussi l'effet Pacageno qui est en fait la conséquence du constat de l'effet Werther. Il est possible pour les journalistes d'appliquer certaines pratiques et un guide de pratique qui a été pondu par l'OMS et plein d'autres structures et qui justement étiquette et liste toutes les choses qu'il ne faut absolument pas dire lorsqu'on parle de suicide à la télévision ou dans les médias. Par exemple, il ne faut pas parler d'épidémie de suicide. C'est vraiment que le suicide en cascade, ça on ne peut pas. Il ne faut pas donner la méthode que la personne a utilisée. On ne peut pas donner aussi le lieu. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'interdits journalistiques sur cette question, hein, qui c'est toujours au travers de la question de la bienveillance des médias envers nous-mêmes, mais il y a quand même la question légitime de connaître les données objectives de la situation réelle qui nous occupe. Et si les médias qui sont censés nous communiquer ces informations-là sont obligés d'euphémiser en permanence la situation, ou à l'inverse, pour ce qui a été du Covid en général, peut-être dramatisé, on a un vrai problème parce que ceux qui font la médiation, les médias, nous empêchent d'observer le réel correctement. Voilà, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous. Donc, je vous invite vraiment, l'effet Werther, sur YouTube, il y a une très bonne vidéo de Bref là-dessus. Merci. Merci. Donc, Bellamy, tu peux commencer. Oui, voilà. Tout d'abord, merci pour l'exposé et pour les interventions. J'ai trouvé ça très intéressant, notamment celle à propos du suicide. On a vu, on le voit bien à travers les médias et tout depuis le début des confinements à répétition. Les facteurs qui augmentent le suicide et la dépression, ils ont été multipliés par 100. Et justement, on peut s'interroger sur la nécessité de toutes ces mesures et leurs répercussions sur les étudiants et leur vie étudiante. Donc voilà, moi, en fait, si je suis là, c'est pas pour c'est pas pour soulever des problèmes étant étudiant moi-même. Je parle au nom, j'estime que je parle au nom des étudiants. Si je suis là, c'est pas pour soulever des problèmes, mais justement pour apporter ce que j'estimerais étant des revendications. Voilà quelques revendications que je pense pourraient aider les étudiants à travers cette crise
et voilà, même à travers leur parcours. Donc voilà, le confinement, la crise du Covid a impacté les étudiants au niveau psychologique. Il y a une détresse psychologique. Les psychologues sont d'accord pour dire que voilà, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent les consulter. Je pense qu'on parle de 3 fois plus. Certains chiffres vont dire 3 fois plus. Enfin, c'est énorme, quoi. Là, je pense qu'un jeune sur 5, il faudra que je vérifie faudrait que je revérifie les chiffres, mais ce que j'ai noté, c'était un jeune sur 5 avait déjà envisagé le suicide. Et si on regarde, si on regarde justement, c'est ce qu'on avait dit dans l'intervention précédente, si on regarde ceux qui sont suicidés, voilà, c'est malheureux, mais il y en a déjà trop. Donc voilà, c'est malheureux, mais justement, il faut en parler. Ce n'est pas, enfin, j'estime qu'il faut en parler. C'est pas en faisant mine que ça n'existe pas qu'on réglera le souci. Le confinement a eu des effets psychologiques, mais aussi des effets sur le parcours scolaire. Au niveau académique, au niveau parcours scolaire, voilà, vous avez entendu des témoignages par-ci par-là. Il y a de plus en plus d'étudiants qui décrochent, il y a de plus en plus d'étudiants qui ont du mal à suivre leurs cours. Enfin, je pense surtout aux premières qui n'ont pas de repères, quoi, qui sont là, ils arrivent. Ils connaissent personne, la plupart d'entre eux, c'est ça, ils connaissent personne et ils peuvent pas faire de rencontres ni rien. Donc voilà, enfin, c'est vraiment, c'est comme on disait plus tôt dans l'exposé, c'est vraiment cette jeunesse, l'idée de jeunesse sacrifiée qui revient au premier plan, parce que voilà, les jeunes, c'est pas forcément eux qui sont victimes du Covid, mais c'est eux qui sont victimes du confinement. Donc voilà, enfin, moi je trouve ça marrant, quoi, parce que si on est dans cette situation là, parce que la situation est voulue, elle a été voulue, et donc voilà, enfin, pour moi c'est qu'il y a un problème déjà de base. Si on fait face à de telles répercussions, c'est qu'il y a un problème déjà avec le système dans lequel on vit. Donc voilà, enfin, moi, pour pallier à tout ça, je vais présenter quelques revendications. Alors j'ai toute une liste ici. Et je vais les citer, et je pense que la plupart des étudiants qui sont ici seraient quand même d'accord avec moi dans l'ensemble. Ben voilà, pour pallier au problème des étudiants, voilà, on en a parlé, les étudiants qui ont du mal au niveau économique, c'est-à-dire il y a beaucoup d'étudiants qui perdent, il y a beaucoup d'étudiants qui vivent des jobs étudiants en fait, c'est-à-dire que ils en ont besoin pour payer leurs études, ils en ont besoin pour payer leurs cotes. Le revenu étudiant, donc, enfin, pour aider les étudiants économiquement. On avait pensé à l'instauration d'un salaire étudiant. Ou bien même au niveau des bourses, être plus souple au niveau des bourses, c'est-à-dire élargir un peu les catégories d'étudiants auxquels on accorderait des bourses, ou bien même augmenter celles-ci. Hein. Pour ce qui est des cours eux-mêmes, ben voilà, on est conscient que le retour des cours en présentiel, c'est pas forcément la solution, mais bon, on estime qu'il faudrait quand même envisager celle-ci vis-à-vis de la manière dont la crise évolue. Parce que voilà, si on est capable de faire des examens en présentiel, j'estime qu'on est capable de faire des cours en présentiel, ou bien même, comme je disais, être plus souple par rapport à ce niveau-là. Parce enfin, moi, mes cours n'étaient pas les mêmes, mais pourtant mes examens étaient les mêmes. Enfin, voilà, donc soit on change tout, soit on ne change rien. Donc, c'est un peu contradictoire à ce sujet-là, mais on pourrait, voilà, trouver une manière de rendre le système éducatif, enfin, l'année académique un peu plus souple. Aussi, par rapport aux cours, comme je disais, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui parfois n'ont pas la capacité de participer aux cours en ligne. Donc, on estime que l'État devrait être capable au moins de faire en sorte que la plupart des étudiants aient accès à un appareil électronique qui leur permet d'assister aux cours et avoir une bonne connexion. Donc voilà, on sait que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et puis voilà, sinon j'allais en venir aux examens. Oui, peut-être voire minimiser l'importance des examens, parce que comme je le dis, les examens étaient les mêmes qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans, alors que les cours sont complètement différents. Donc voilà, une heure de cours en présentiel, ce n'est pas la même chose qu'une heure de cours à distance. Donc voilà, et pourtant les examens sont les mêmes. Donc il y a toujours moyen voilà, d'aider à ce niveau-là. On a pensé à la question du 10 minimum. Alors ça, cette revendication risque de faire débat, mais voilà, ce serait une manière au moins
parce que beaucoup de systèmes ont été mis en place pour éviter la triche. Mais enfin, déjà, les étudiants trichent, ça c'est sûr. Et voilà, mais pourtant, j'estime que ça, c'est s'éloigner en fait de la problématique. C'est-à-dire que ce n'est pas en évitant, en empêchant les étudiants de tricher qu'on va pouvoir évaluer leur progression vis-à-vis de l'année. En fait, justement, avec cette mise en place du 10 minimum, on pourrait justement prévenir déjà cette triche, vu qu'il n'y aurait plus besoin de tricher, et vérifier un peu la progression de l'étudiant, voir s'il a bien compris les cours, ou voilà. Ben voilà. Mais je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà pris pas mal de temps. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était à peu près toutes les revendications. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Bellamy. D'ailleurs, pour soutenir d'ailleurs, enfin, je veux dire justement ces revendications pour les étudiants sont assez importantes. Tu pourrais éventuellement mettre ces revendications dans le chat si jamais il y en a plus, parce que je pense effectivement que c'est important de les communiquer. Donc, je t'invite à les publier dans le chat. Et alors maintenant, on peut passer à la nouvelle ronde d'intervention. Salut tout le monde, donc moi je suis aussi étudiant à Louvain-la-Neuve. Et donc bon, ben, la situation en Belgique, elle est assez semblable à celle d'autres pays, hein, comme par exemple la Grande-Bretagne. Et en Grande-Bretagne, en fait, face à la situation dramatique actuelle des étudiants, et notamment en fait, suite aux décisions des universités et des propriétaires de loyers, de cotes, en Grande-Bretagne, de continuer à faire payer les loyers aux étudiants, eh bien, il y a eu un mouvement de grève des loyers étudiants, donc c'est un peu de ça que je vais parler. Et donc c'est un des plus grands mouvements de grève de loyers étudiants qu'on a connu depuis un certain temps. Ouais, ce mouvement a déjà eu quelques acquis, donc notamment certaines universités et certains propriétaires ont fait des remboursements assez importants face au potentiel qu'il y ait une grève, avant même que la grève ne commence dans ces universités-là ou dans ces secteurs-là. Eh bien, des universités propriétaires ont déjà fait des concessions. Et puis, plus récemment, il y a aussi eu en fait, la direction de 10 universités qui ont écrit une lettre au gouvernement britannique pour demander une réduction, certes une légère réduction, mais une réduction quand même des frais de scolarité pour cette année académique. Donc, nos camarades anglais sont intervenus en fait dans ce mouvement de grève et ont joué un certain rôle. Et donc, notamment, les revendications qu'ils ont mis en avant, c'est donc le remboursement intégral des loyers et des frais de scolarité, donc du Minerval pour ces années scolaires, l'ouverture des finances de l'université à l'inspection des étudiants et du personnel, le contrôle des étudiants et du personnel sur les décisions financières des universités, une campagne syndicale étudiante pour une éducation gratuite financée par l'expropriation des banques et des grandes entreprises, et pas de perte d'emploi ni de réduction des conditions de travail du personnel universitaire. Donc pas de perte d'emploi pour les étudiants. Et donc l'idée centrale en fait, dans ces revendications, c'est de dire que l'état actuel en fait, de l'université est le résultat en fait, de décennies de marchandisation croissante. Et donc pourquoi est-ce que j'aborde ça ici? Parce que en fait je pense que le mouvement étudiant en Belgique, face à la situation à laquelle il est, doit en fait apprendre des leçons et s'inspirer des autres mouvements étudiants dans l'histoire et dans le monde. Donc, voilà. C'est un peu une façon de résumer un peu toute la discussion sur l'approche à la santé mentale dans le capitalisme, qui est une approche très individualisante et biologique. C'est-à-dire qu'on parle de la santé mentale d'un point de vue très biologique, individuel, même si on reconnaît les phénomènes sociaux qui engendrent ces problèmes-là, on a une façon très déshumanisée, je pense, d'aborder ce que c'est la question de la santé mentale. Et on a un manque d'approche structurelle au problème. Et c'est bien pour ça que je pense qu'un système, un système socialiste plutôt qu'un système capitaliste a quelque chose à revendiquer, parce qu'on a tendance à oublier, c'est que de base, le principe de la politique et de l'économie, c'est quand même de servir le bien-être général de la société, d'essayer d'accomplir une société, un système qui permet la prospérité du plus grand nombre possible et le bien-être, au final, mental de la plus grande proportion de la société, de la population. Mais aujourd'hui, on parle de la santé mentale comme quelque chose de parallèle à tout ça, comme si ce n'était pas le centre et le principe fondamental des raisons pour lesquelles on a un système politique, économique mis en place, c'est que c'est le but du gouvernement de base de créer un système qui puisse
offrir de l'espoir à cette population, du bonheur, etc. Et donc, le point que je voulais faire, c'est que depuis, disons, 30, 40 ans, il y a une industrie de la santé mentale qui s'est créée. Il y a une approche de la santé mentale individualisante, c'est-à-dire un peu, j'ai pas les termes en français, mais l'idée de self-care, self-help, self-love. Et donc, on voit aussi, c'est une façon de marketiser, de capitaliser la santé mentale. On vend beaucoup de livres pour apprendre aux gens à s'occuper d'eux-mêmes, etc., de leur côté. Mais c'est une façon, encore une fois, de promouvoir la productivité au plus possible. C'est-à-dire, occupez-vous de vous-même dans votre temps libre. Et de cette façon-là, vous pourrez retourner au travail encore plus efficace, encore plus en forme, en bonne santé. Et c'est comme ça que le monde doit fonctionner. Et la raison pour laquelle on devrait appeler un système socialiste à une démocratie socialiste, c'est que le but de la société est bien de s'organiser ensemble pour créer les moyens en main pour avoir une société saine et bien établie. C'est-à-dire que la santé mentale ne devrait pas être un sujet à part de l'économie, c'est un sujet intégrant de l'économie. L'économie doit servir la santé mentale avant tout. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Ok, merci beaucoup Larry. Donc moi je vais faire mon intervention qui rejoint un peu donc l'idée que vient de développer Larry, donc sur la pensée positive, le développement personnel et le coaching qui dans le cadre de la santé mentale qui on voit c'est quelque chose qui fleurit en ce moment. Donc sous le capitalisme, on a dit donc que les travailleurs sont exploités, ils sont oppressés. Il nous est exigé d'être toujours plus flexible, compétitif et productif. Et donc, ceci génère un mal-être dans la société. Et on voit de plus en plus de burn-out, de dépression des gens, même en dehors de la situation Covid. Et les gens ont de plus en plus de mal à maintenir leur santé tant mentale que physique. Et donc, on voit que pour répondre en fait à ce mal-être de santé mentale et physique, et surtout de la santé mentale, il y a donc le fleurissement du développement personnel, la pensée positive et l'apparition de coachs qui nous aident à être heureux. Mais enfin, il y a en fait vraiment plusieurs raisons qui sont sous-jacentes à ce fleurissement. Déjà, tout d'abord, pour donner quelques chiffres économiques, le coaching, par exemple, représente 1,522 milliard d'euros au niveau mondial. Et ça représente 25 millions d'euros en Belgique. Donc, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un marché conséquent, c'est déjà un marché juteux. Et alors, dans le cadre du travail, c'est aussi un moyen pour les managers et les patrons d'augmenter la productivité des travailleurs et de faire baisser l'absentéisme, ainsi que de rehausser la motivation des travailleurs. Sur un site de coaching Rhapsody, il est dit qu'ils insistent sur le fait que l'amélioration de la qualité de vie des travailleurs aura une incidence forte sur leur efficacité au travail et donc sur leur performance. Mais il n'y a pas que les coachs, il y a aussi toute l'industrie derrière qui rapporte aussi énormément d'argent avec la production de livres et d'applications. Donc le développement, tous ces livres, toute cette pensée du développement personnel met la poursuite du bonheur au centre de notre société, de nos vies. Alors on pourrait à première vue dire ah mais c'est plutôt une bonne chose en fait, mais en réalité c'est une vision du bonheur qui est très individualiste, où le bonheur est une question de choix personnel et donc la souffrance l'est aussi. Et donc, si on n'est pas heureux dans sa vie, si on n'est pas heureux dans son travail, c'est une question de choix. Et donc, ça implique un regard moralisateur sur qui n'est pas heureux dans sa vie et qui n'est pas heureux dans son travail, c'est parce qu'il a choisi de l'être. Et donc, il y a effectivement cet aspect vraiment moralisateur de jugement, en fait, pour les personnes qui ne se sentent pas bien. Et ça force aussi pour le reste des gens le rejet des émotions négatives. Alors, cette vision a aussi l'effet de dépolitiser les questions sociales et de faire du bonheur quelque chose de technique. En effet, lorsqu'on fait face à des problèmes au travail ou dans la vie en général, cette vision, le développement personnel, insiste qu'il faut travailler sur soi plutôt que d'agir politiquement pour changer les causes de ce mal-être, les causes de cette situation. Ou alors ou même changer la société. Donc, quand on prend ça à une envergure plus importante. Et donc, en tant que marxiste,
nous critiquons pas les outils tels que la méditation ou le partage d'expériences, mais nous dénonçons en fait la vision néolibérale ou capitaliste qui accompagne le phénomène, qui permet d'enrichir les capitalistes. Je parle bien de le développement personnel, le coaching, et d'exploiter en fait au maximum les travailleurs en les dépolitisant et en les poussant de plus en plus dans une optique individualiste. Et donc les solutions apportées par le développement personnel ne s'attaquent pas aux causes du mal-être des travailleurs, et donc elles ne peuvent pas être des solutions à long terme, mais bien à court terme. Donc voilà, ça c'était ce que j'avais envie de dire sur le développement personnel. Et je vois que Bellamy a mis les revendications dans le chat. Merci beaucoup. Ah, merci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire quelque chose. Non. Ok, alors peut-être avant de conclure totalement, je voudrais parler de l'école marxiste qui va avoir lieu bientôt. Donc je vais vous partager mon écran. Voici. Donc l'école marxiste qui aura lieu donc le 20 et 21 mars sur Zoom. Différents sujets seront abordés, l'impérialisme, la construction le contrôle ouvrier, la crise climatique, la décroissance ou la planification de l'économie. Vraiment des sujets intéressants. Donc, je vais mettre le lien de la page dans le chat, ainsi que le lien vers notre site Révolution. Et donc, s'il n'y a personne d'autre qui souhaite intervenir. Moi, je voudrais. Ah, voilà, je voudrais juste remercier tout le monde pour vos interventions qui étaient très enrichissantes. Et vraiment, c'était vraiment très bien. Je vous remercie. Ça licencie des ouvriers, ça fait des peuples de chômeurs. Qu'est-ce que t'en dis, toi, paysan? Qu'est-ce que t'en dis, toi, travailleur? Ça prend ça comme, puis ça vous chie sur tous les champs de nos cultures. Sur il y a du média pour...